Mesdames, Messieurs, soyez les bienvenus. Le droit de nature nous accompagnait pendant une année de cours. Parvenu à l'avant-dernière séance, il demeure légitime de se demander: existe-t-il vraiment un droit de nature? Et si oui, en quoi consiste-t-il? La réponse la plus simple est qu'il n'y en a pas un seulement, mais plusieurs, c'est-à-dire il existe plusieurs conceptions et théories du droit de nature élaborées depuis Aristote jusqu'à Michel Villet, en passant par Saint-Thomas, Grotius, Hobbes, Locke, Pufendorf, Leibniz, Portalis. La phrase qui donne le titre au cours aujourd'hui est justement de ce dernier, Portalis, qui extraite du discours préliminaire du premier projet de code civil présenté en 1801. Rien ne la recommande plus qu'une autre que j'aurais pu hisser en exergue, sauf qu'elle illustre bien à quel point le droit naturel suscite des envolées presque poétiques, justement à cause de son obscurité, là où on prétend qu'il apporterait de la lumière. S'il en existe plusieurs conceptions, le droit de nature est donc, un peu paradoxalement, avant tout une construction culturelle, un discours, voire plusieurs discours. Sur ce point, je rejoins l'opinion de Michel Villet. Bien sûr, certains de ce discours prétendent décrire un phénomène réel, tout comme le ferait l'astronomie, de la conviction que le droit de nature existerait justement en nature, avant que les hommes n'en fassent parole, tout comme les étoiles et les planètes. Personnellement, j'hésite, mais qui peut l'exclure? Par ailleurs, la multiplication des discours sur les droits naturels, de l'Antiquité à nos jours, montre que même s'il existe, il est en tout cas assez difficile à saisir, au point que simplement l'évoquer peut conduire certains à l'exaspération. Dans le traité sur la République, De Republica de Cicéron, à un moment donné, un personnage, Furius Philus, s'écrit: le droit, qui fait l'objet de nos recherches, est une institution pleinement civile. Ils ne tiennent absolument pas de la nature. En effet, si le droit était naturel, l'accord serait universel sur ce qui est juste et injuste, comme il est sur ce qui est chaud et froid, amer et doux. Comme vous vous en rendez compte, c'est l'argument du relativisme bien connu des sceptiques de toutes les époques. Quoi qu'il en soit, il faut au moins reconnaître au droit de nature le mérite d'avoir constitué justement un terrain de confrontation et de dialogue entre d'innombrables générations depuis l'Antiquité qui ont ainsi développé un langage commun, celui de la philosophie du droit. Les discours pour ou contre le droit naturel représentent donc un facteur de cohérence intergénérationnelle de la pensée juridique occidentale et un foyer de réflexivité, ce qui n'est pas peu. La conception du droit naturel que nous avons examinée de plus près cette année est celle d'Ulpien, qu'il illustre dans le prologue de ses Instituts et que Justinien a adopté à son tour comme commencement du digeste. Vous en souvenez, appartient au droit naturel, nous dit Ulpien, tout ce vers quoi la nature incline les êtres animés, que ces inclinations soient propres à la créature humaine en tant que telle ou qu'elles lui soient communes avec tous les autres animaux. Cette définition d'Ulpien porte à la fois sur le principe qui est à l'origine du droit naturel et sur son contenu. Quant à l'origine, il s'agit de la nature comprise comme principe du mouvement et de devenir dans tous les êtres, donc principe non extrinsèque mais bien intrinsèque. Quant au contenu, le droit naturel consiste dans l'instinct d'autodéfense, de reproduction, d'éducation de la progéniture. À côté du droit naturel, Ulpien articule le droit des gens. Lui aussi relève de la nature, mais elle est étroitement liée à la raison, donc à une caractéristique propre aux hommes et à eux seulement, qui les distingue sur l'échelle des vivants.
d'où la césure entre l'homme et le reste des vivants, et le caractère anthropocentré du droit. Une conséquence en est que, possédant la raison en commun, qui instaure en quelque sorte un lien de parenté entre eux, il est interdit aux hommes de se nuire mutuellement. Ils peuvent, en revanche, tuer des animaux sans commettre d'injustice, car, toujours selon Ulpien, et même ce même lien de parenté fondé sur la raison n'existerait pas entre eux. La raison en elle-même n'empêche pourtant les hommes de faire le mal. Il suffit de dire que c'est au niveau du droit des gens, donc de ce droit commun de la raison humaine, que naissent les guerres et par conséquent l'esclavage. Après le droit naturel et le droit des gens, dans la tripartition d'Ulpien vient enfin le droit civil, c'est-à-dire le droit propre à chacune cité, celui que chaque communauté institue pour elle-même, le droit positif, dirions-nous. Ulpien n'est certes pas le premier à avoir hasardé une définition du droit de nature. Il a élaboré la sienne en empruntant des éléments à la philosophie stoïcienne, d'ailleurs largement partagée aussi par d'autres courants philosophiques et qui constituaient un acquis commun qu'on apprenait dans les écoles de rhétorique. C'est assez important pour ce que nous allons voir dans notre cours d'aujourd'hui. Et les écoles de rhétorique étaient justement fréquentées par les élites. Et aux élites appartenaient justement les juristes. Comme le font toujours les juristes, Ulpien emprunte des éléments à d'autres disciplines. Oui, il emprunte des éléments à d'autres disciplines, mais pour les transformer en discours juridique. C'est cette transformation d'éléments externes, culturels externes, en éléments d'un discours juridique qui fait la spécificité de la pensée juridique romaine, au moins. Si nous remontons à Ulpien pour réactiver sa pensée et lui restituer sa force, donc ma démarche est toujours celle-ci, de lire les textes des juristes romains dans le contexte ancien, sans vouloir empiéter dans le droit moderne, mais dans l'espoir qu'en réactivant leur propre pensée, ça peut servir aussi pour nourrir la nôtre. Donc si nous remontons à Ulpien pour réactiver sa propre pensée, lui restituer sa force, quoi de mieux que de remonter encore plus en arrière vers la pensée dont Ulpien lui-même s'est nourri. Je vous propose aujourd'hui d'examiner une théorisation du droit de nature qu'Ulpien avait peut-être, parmi autres, à l'esprit quand il a élaboré la sienne, qui devrait donc nous aider à aller plus loin. Il s'agit d'un passage du De Inventione de Cicéron qui représente, avec la rhétorique Arrhenius, l'un des deux premiers traités de rhétorique qui nous sont parvenus en latin, tous deux datables des années 87-83 avant Jésus-Christ. Cicéron a alors environ 20 ans, pas plus que ça, donc ça c'est un portrait, un vieil homme, lorsqu'il avait déjà achevé sa carrière en tant qu'homme politique et aussi comme orateur. Alors, dans sa jeunesse, il avait suivi un cours de rhétorique, la technique pour devenir un orateur. Nous ne connaissons pas le nom de son maître, mais le jeune Cicéron ne se contente pas d'écouter les leçons de son maître, il écrit un manuel dans lequel il réélabore ce qu'il a appris. Ce manuel, le De Inventione, devint non seulement très répandu dans l'Antiquité, mais représentait l'outil d'apprentissage de la rhétorique également au Moyen Âge. C'est important pour nous parce que cela signifie que ce manuel constitue
une référence essentielle dans l'élaboration de la notion de droit de nature dans la culture européenne. Dans le discours des auteurs modernes sur le droit de nature, on retrouve souvent des idées et même des mots qui remontent en dernière instance au De Inventione, cités soit de façon consciente, soit sans le savoir. C'est ça l'intertextualité. Cicéron a intitulé son traité De Inventione car il porte sur la technique pour retrouver les arguments persuasifs. Pourquoi dit-on invenire, trouver? Car tous les arguments sont rangés dans des classes générales qu'on appelle lieux, topoi, formant ainsi une sorte de répertoire facilitant leur repérage, leur invention. À un moment donné de son manuel, Cicéron démembre aussi le droit afin de le réduire à une topographie pour le transformer en un dispositif qui peut produire des arguments. Donc, il faut avoir à l'esprit que ce que nous allons lire, c'est une technique qu'il utilise dans tout son manuel, même pour d'autres sujets. C'est ce démembrement qui lui permet d'ériger une sorte de grille où l'orateur peut retrouver des arguments. Et ça fonctionne aussi pour le droit. C'est comme si Cicéron s'adressait ici à un avocat qui doit aborder une affaire dont l'enjeu, le point discuté, est justement une question de droit. Donc ce n'est pas toujours le cas. Même pour un orateur qui est engagé dans un procès, ce n'est pas toujours que le problème réside dans l'interprétation de qu'est-ce que le droit. Souvent, ce n'est que le fait qui est en discussion. Donc, c'est une grille de lecture, un répertoire d'arguments qui sert dans le cas où la question en discussion porte notamment sur un point de droit discuté. Donc, il appelle cette situation pars negotialis. C'est un état de cause particulier qu'on pourrait traduire comme espèce casuistique. Question portant sur une affaire supposant un débat sur un point de droit. Alors, Cicéron dit les deux parties, ou même toutes les parties, s'il y en a plus de deux dans le litige, doivent tenir compte des éléments dont est constitué le droit. Nous le ferons nous aussi, en nous appuyant notamment sur l'impeccable analyse qu'en a proposé Jean-Louis Ferrari et un important complément, notamment à propos de l'équité, est apporté par Charles Guérin. La première observation à faire, cruciale, c'est que, comme nous le voyons déjà dans cette entrée en jeu, la fonction de ce passage est de donner des arguments aux deux parties en litige. Je souligne deux, à l'une et à l'autre, au plaignant et au défendeur. En d'autres termes, l'invention rhétorique, c'est un point qu'on ne comprend jamais, et donc, comme on ne comprend pas ce point, on ne comprend pas qu'est-ce que l'invention rhétorique. Mais l'invention rhétorique est un moyen d'argumenter pour et contre. Ce n'est pas un traité juridique dans lequel une position spécifique et univoque est prise. Alors, nous pouvons poursuivre notre lecture du texte de Cicéron. Celui-ci, c'est-à-dire le droit, tire donc son commencement. Alors, Cicéron est en train de brosser ce répertoire d'arguments et de lieux où aller chercher le droit. Donc, il commence par une division. Il articule les droits. Le droit tire son commencement, le mot n'est pas anodin, commencement, de la nature. Ensuite, l'utilité, plus ou moins évidente à nos yeux,
de certains principes les a fait passer dans la coutume. Enfin, certains principes approuvés par la coutume ou jugés vraiment utiles ont été confirmés par les lois. Alors, vous voyez le point le plus important de cette entrée en jeu, l'originalité de Cicéron, qui a été très bien mise en lumière par Jean-Louis Ferrari, est d'imprimer à son exposé une trajectoire diachronique. Alors, ce n'est pas seulement une division en trois éléments, trois composantes du droit, mais il y a un rapport, une dynamique entre les trois composantes. Elles ne sont pas juxtaposées, mais regroupées selon un schéma évolutif, chaque composante se transformant dans la suivante. La nature est considérée comme le commencement, donc vous voyez le mot, c'est l'origine, donc c'est quelque chose qui a la première place, même chronologiquement. La deuxième phase est celle du passage dans la coutume. La dernière étape est celle de la loi. La conséquence en est évidente. Ce schéma évolutif implique une cohérence entre les trois composantes du droit. Et il détermine notamment la prédominance de la nature, du droit qui prend son origine dans la nature, dont les principes, à travers différentes phases, arrivent jusqu'à la loi. Donc, il n'y a pas une contraposition entre les trois éléments. On pourrait dire qu'il n'y a qu'une transformation, je dirais une mise en œuvre progressive. Après avoir présenté de façon synthétique la tripartition des éléments du droit, Cicéron les examine plus en détail. C'est pourquoi ce texte est précieux, car il nous présente les contenus du droit. Donc, je souligne, nous ne sommes pas face à un texte qui nous présente seulement la théorie du droit de nature. C'est pour ça que c'est très important. Il nous présente aussi une ébauche des contenus. C'est un peu ça la question. Nous avons souvent parlé de droit de nature, mais en quoi ça consiste? Et Cicéron fait un effort pour préciser quels sont les contenus. Le droit de nature est celui qui nous est apporté non pas par une décision, mais par une sorte de force innée, notamment la religion, la piété, la gratitude, la vengeance, la révérence ou la véridicité. On appelle religion ce qui repose sur la crainte des dieux et les cérémonies du culte. C'est la religion civique. La piété, les sentiments qui nous avertissent d'observer nos devoirs envers la patrie, nos parents et ceux qui nous sont liés par le sang. La gratitude consiste dans les égards qu'inspire le souvenir des bienfaits, des honneurs, de l'amitié, et le désir de les payer de retour. La vengeance est ce qui nous incite à écarter de nous et de ceux qui doivent nous être chers la violence et l'outrage, soit en nous défendant, soit en rendant l'appareil. Et c'est aussi par elle que nous punissons les fautes. On entend par la révérence les marques de respect et de vénération que nous donnons à ceux qui nous sont supérieurs dans l'âge ou la sagesse, ou l'honneur, ou quelque dignité. La véridicité est la qualité par laquelle nous efforçons d'éviter toute divergence entre nos déclarations et les faits passés, présents, futurs. Alors, ce texte prend son départ d'une sorte de définition. Ce n'est pas exactement une définition, mais elle est proche d'en être une. Cicéron comprend
par nature une force innée. Cela ne nous étonne pas parce que nous avons bien appris que pour les anciens, la nature n'est pas quelque chose d'externe, d'extérieur, mais c'est quelque chose qui est le principe inné des mouvements qui pousse chaque être à devenir ce qu'il doit être. Mais ce que Cicéron nous présente ici, lorsqu'il dit que cela ne vient pas d'une opinion, je traduis décision, et donc il y a une lettre de trop, et bon, il faut la replacer à sa juste place. C'est une opposition, c'est un clin d'œil à un vieux dilemme de la philosophie grecque. Est-ce que le droit consiste dans une décision, dans une opinion, dans un accord humain, ou est-ce que cela vient de la physis, de la nature? Donc, Cicéron ne développe pas ce dilemme, mais il y fait allusion très rapidement. Mais en donnant cette représentation des trois composantes du droit, Cicéron, en un certain sens, écarte, surmonte le dilemme, précisément parce qu'il établit, comme nous l'avons vu, un lien des développements entre le droit de nature, qui constitue les points de départ, et sa transformation en coutume, et ensuite, en dernière instance, en loi, c'est-à-dire un droit positif. Ainsi, Cicéron nous dit que le droit est à la fois de nature et lié aux décisions humaines, et qu'entre nature et droit positif, il y a ou devrait y avoir une sorte de continuité, cohérence. Donc, il ne répond pas au dilemme en disant ça relève de l'opinion ou ça relève de la nature, mais il dit il relève des deux. Après avoir parlé de la nature, vient l'énumération du contenu. Tout d'abord, ce droit de nature s'articule en une série attitudes de l'homme qui coïncident avec autant de vertus, plus ou moins. Cicéron répond donc ici à la question que nous avons posée au début du cours. Il pense que la loi de nature existe d'abord, et surtout, il nous explique en quoi elle consiste. Nous trouvons ici une précieuse description du contenu de cette loi naturelle au droit de nature. Alors, cette description s'articule en trois blocs distincts. Vous voyez que je suis toujours, pas de surprise avec moi, ma méthode est toujours la même. Donc, faire l'exégèse un peu, disons, méthodique, ennuyeuse des textes. Et je ne veux pas vous décevoir aujourd'hui. Franchement, ça serait trop insupportable pour moi. Alors, vous voyez, on commence trois blocs. D'abord, il y a la religion qui naît donc d'une impulsion primordiale. Donc, la religion appartient au droit de nature, c'est-à-dire elle dépend d'une force innée qui nous fait craindre les dieux et donc qui nous pousse à des actes de culte. Ensuite vient un cercle primordial de vertus humaines, c'est-à-dire l'union de l'homme et de la femme dans le désir de procréer et l'attachement entre parents et enfants, sur lesquels nous allons revenir plusieurs fois. Ce sont des instincts qui constituent une espèce de prolongement
de la tendance naturelle de l'individu à se préserver, à veiller à ses intérêts. Et c'est exactement le même contenu qu'Ulpien attribue au droit naturel, sauf qu'Ulpien considère ce droit en tant que commun aux hommes et aux autres animaux. Cicéron ne songe ici qu'aux humains, compte tenu du contexte judiciaire de son manuel. Deuxième bloc, ensuite vient la référence à la gratitude et à la vengeance. Il s'agit de ce qu'on pourrait appeler la vertu de la justice, que les Grecs appelleraient dikaiosune et que nous appellerions la justice dans son espèce de justice corrective. Il s'agit des principes qui régissent les échanges, les contrats, le délit. En d'autres termes, dans les blocs précédents, dans le premier bloc, on parle de comportements qui dépendent de la biologie humaine elle-même, des liens de sang qu'elle crée entre les individus. Ici, en revanche, on parle de relations volontaires ou involontaires dans lesquelles on entre sans que cela présuppose des liens du sang préalables. Comme on peut l'attendre, vient ensuite une préfiguration de la vertu de la justice distributive sous forme de la révérence. Ce sont donc les deux composantes de la définition grecque de la justice en tant que vertu qui attribue à chacun le sien. Dire qu'elle appartienne au droit des natures signifie que la nature rationnelle de l'homme lui donne cette inclinaison vers la justice, inversement que la justice est conforme à la nature innée des hommes. Donc la vertu de la justice ne peut qu'appartenir aux hommes en tant que seuls possesseurs de la raison. Et quand je dis que la révérence, c'est une forme qui préfigure la justice en sens distributif, cela veut dire que, comme vous voyez de la définition, on ne donne pas la même attention à tout le monde, mais on fait des différences par rapport à des éléments de valeur qui sont propres à chacun. Donc on parle de la révérence due à l'âge, aux honneurs, à la sagesse. Donc vous voyez, ce n'est pas la forme de la justice corrective, mais c'est plutôt celle de la distribution qui prend en compte, comme toujours, l'équité. L'équité, c'est une forme de reconnaissance de la différence. Donc ici également, on voit très bien que la révérence, c'est une forme de prise en compte de la différence. À la fin de la description du ius naturae, Cicéron en arrive à un troisième élément, la veritas en latin. C'est très difficile à traduire, on pourrait dire la vérité, mais c'est plutôt la véridicité, sincérité, la loyauté. En latin, on pourrait aussi utiliser le mot fides, confiance, une notion qui implique un réseau complexe de concepts. Bref, il s'agit de la capacité à tenir ses engagements. Il y a alors dans ce texte 3 blocs principaux qui constituent, selon Cicéron, le droit de nature. Et vous comprenez la technique. Donc il y a d'abord une définition de qu'est-ce que le droit de nature, et ensuite il y a une sorte de développement de son contenu, sans trop aller trop loin dans les définitions de contenu, mais on nous donne une sorte de carte, de plan pour pouvoir nous orienter dans la recherche des arguments. Et ce plan, on peut le résumer avec ces 3 ou 4 éléments qui s'articulent entre eux. Le premier naît de la biologie même de l'homme, de l'aptitude à procréer. Le second concerne les relations bilatérales
ponctuelle et prend la forme de la justice rétributive et distributive. Troisième bloc, basé sur la véridicité. Alors, avançons dans les commentaires du texte, mais nous sommes à la moitié de cette séance, donc il faut aussi que le plaisir se substitue à l'effort, et donc on le fait par cette visite virtuelle de la Centrale Montemartini. C'est un exemple extraordinaire de reconversion d'un ancien bâtiment industriel. C'était la première centrale électrique publique de Rome, qui a été reconvertie en un musée d'archéologie. Et donc vous voyez cette mise en abîme avec les éléments, disons, de cette archéologie industrielle et archéologie, disons, de l'histoire de l'art. Vous en voyez ici quelques éléments, mais c'est toujours plus que l'agencement, c'est la beauté de l'Antiquité qui vient frapper à notre cœur. Alors, en dépit de la richesse considérable de son contenu, Cicéron remarque que le droit de nature ne fait que poser les bases sans constituer en aucune façon une source de droit proprement dite. Ce statut particulier du droit de nature explique qu'il ne puisse guère apparaître dans l'argumentation du discours judiciaire, et en particulier dans l'espèce casuistique, la constitutio negotialis, si ce n'est à titre de comparaison ou pour une amplification. Alors, d'abord, je lis les textes, ensuite, nous allons les commenter ensemble. Les droits de nature sont cependant relativement peu utilisés directement pour ce genre de controverses, parce qu'ils ne sont pas impliqués dans le droit civil et sont quelque peu éloignés de la compréhension du public. On peut toutefois les employer en plusieurs circonstances pour faire une sorte de comparaison ou pour ajouter de la grandeur au sujet. Alors, il s'agit d'un point saillant un peu, disons, bouleversant, parce que je vous ai dit, c'est une grille, ce sont les topoi pour permettre aux orateurs de retrouver les arguments qu'ils vont utiliser dans leur plaidoyer. Ici, Cicéron nous avertit que ce n'est pas vraiment le cas pour le droit de nature, et notamment là où il y a une discussion qui porte justement sur un point de droit. Il semble y avoir une contradiction. Ce n'est pas exactement une contradiction. C'est toujours la rhétorique implique aussi de bien évaluer ses forces et la force de ses arguments. Et Cicéron nous avertit que la force de conviction du droit de nature n'est pas vraiment très, très grande, très haute, très puissante. Donc c'est une remarque, si vous voulez, cette remarque à elle seule est d'une importance cruciale pour bien replacer l'idée de droit de nature dans une argumentation juridique. Cicéron nous avertit, ce n'est pas forcément quelque chose qui va arriver à convaincre les juges. Et notamment, il dit que ce n'est pas un argument que les juristes eux-mêmes utilisent très fréquemment. Parce que justement, les juristes sont censés travailler dans le cadre intellectuel du droit positif. La fonction argumentative est résiduelle. On peut l'utiliser par analogie, des similitudes, ou plutôt de façon esthétique, pour ajouter de la grandeur à l'argument, au discours.
Et là également, on voit tout l'importance de cette remarque. La rhétorique ancienne est une technique implacable du discours. Donc, ça nous fait réfléchir. Souvent, les juristes insistent sur l'importance du droit de nature. Mais c'est aussi parce que, comme le dit Cicéron, c'est un discours qui donne de la grandeur à leur discours, donne l'impression de rendre leur discours plus important. Donc il faut vraiment mesurer, avec cet arrière-plan, on peut mesurer quel est le rôle qu'on peut attribuer à un discours sur le droit de nature dans un discours juridique. Alors, dans la topographie cicéronienne, après les droits de nature vient la coutume. Donc, vous vous souvenez, il y a trois éléments, droit de nature, le commencement, après il y a la coutume, ensuite il y a les lois, et il y a une sorte de passage de l'un à l'autre. Alors, deuxième élément, c'est la coutume, droit coutumier considéré comme ce que le temps a consacré par le consentement commun de tous sans la sanction d'une loi. Il y a là certains principes de droit qui, au fil du temps, sont devenus absolument certains. Parmi les nombreux droits de cette espèce, ce sont ceux que les prêteurs ont pris l'habitude de faire figurer dans leurs édits qui sont de loin les plus nombreux. Le texte sur cet aspect, le texte du De Inventione Cicéron se poursuit, mais ce n'est pas important pour nous de le lire dans son intégralité. On a bien compris qu'est-ce qu'il comprend comme coutume, et il y a une deuxième remarque un peu plus technique, un peu plus spécifique. Il dit, alors, les règles, les impulsions, les instincts qui nous viennent du droit de nature, grâce au passage du temps, se transforment en coutume, et certaines de ces règles ont été, disons, intégrées par les prêteurs dans leurs édits. C'est comme dire que les prêteurs se sont appuyés sur la coutume pour rédiger leur édit. Alors, je ne veux pas m'attarder sur qu'est-ce que l'édit du prêteur, en tout cas, c'est une annonce des principes que le prêteur va appliquer pendant son année de charge, donc dans l'administration de la justice. Notamment, il y avait, dans l'édit du prêteur, il y avait la liste des actions qu'on pouvait exercer devant la juridiction du prêteur romain. Et donc, un certain nombre de principes qui sont dans l'édit du prêteur viennent du droit de nature, ils sont passés dans la coutume et ils ont été repris par l'édit du prêteur. Alors, nous avons pour l'instant examiné deux éléments de la structure du passage de Cicéron, le droit de nature et la coutume. Maintenant, nous pouvons faire un petit bilan par un détour. On va voir comment est-ce que Ulpien, un juriste, utilise ce même type de raisonnement. Ulpien écrit 3 siècles plus tard son commentaire sur l'édit du prêteur, notamment sur un édit assez important, même dans le droit international, qui dit pacta sunt servanda, l'édit qui implique le respect des accords. Alors, dans l'édit du prêteur, vous trouvez une clause dans laquelle le prêteur dit qu'il va accorder protection aux pactes, aux accords passés
entre deux particuliers, lorsqu'ils sont passés sans dol ou d'autres vices de la volonté. Alors, en commentant dans son ouvrage cette clause de l'édit, Ulpien cherche à en retrouver la raison d'être. Donc, il s'interroge, mais pourquoi le prêteur a voulu introduire dans son édit cette clause qui annonce qu'il va donner protection aux accords. Et il dit, Ulpien, cet édit, cette clause de l'édit, consacre un principe d'équité naturelle. Qu'est-ce qui correspond plus à la loyauté humaine que de respecter ce qui a été convenu? Allons d'un texte à l'autre. Cicéron nous dit que parmi les principes du droit naturel, il y a celui de la véridicité. Vous vous souvenez, il disait qu'il y a ce principe de la véridicité dans le cadre du droit de nature, donc dans la première composante, il y a la véridicité. Ensuite, il nous a dit, nous venons de le voir, que certains de ces principes sont passés dans la coutume, et notamment certains de ces principes passés dans la coutume ont été repris par le prêteur dans son édit. Alors, si vous voulez bien, Ulpien accomplit le parcours à rebours par rapport à Cicéron. Il parle de l'édit, Ulpien, il parle de l'édit du prêteur, il y repère le principe sous-jacent du droit naturel, c'est-à-dire la véridicité, qu'il appelle fides. Donc, il n'utilise pas le même mot, mais c'est la même idée. L'honnêteté, la loyauté, le respect des pactes. Ulpien n'utilise le terme de droit naturel non plus pour asseoir ce principe, mais celui d'équité naturelle, locution qui nous ramène à la même sémantique. Alors, donc, vous voyez à quel point rhétorique et jurisprudence sont entremêlés. Revenons au texte de Cicéron qui atteint son point d'arrivée accomplissant la trajectoire du droit. De la nature, à travers la coutume, on parvient aux lois, dont Cicéron avait déjà dit, vous vous en souvenez, certains principes du droit naturel approuvés par la coutume ont été ensuite confirmés par les lois. Il développe ici cette idée, mais il ne rajoute presque rien. Il dit, quant au droit issu de la loi, c'est la troisième composante du droit, de sa grille de démembrement des éléments du droit, quant au droit issu de la loi, il faudra le dégager des lois elles-mêmes. Il s'agit évidemment presque d'une tautologie, mais je pense que vous comprenez pourquoi c'est une tautologie très éloquente. Pourquoi il se limite à dire qu'il faut le droit législatif, il faut le chercher dans les lois. Il faut les chercher dans les lois. Parce qu'il est en train de donner des points de repère aux orateurs. Il est en train d'indiquer où aller chercher les arguments. Donc, lorsqu'il arrive aux lois, il dit il faut aller chercher les arguments dans les textes eux-mêmes des lois. Donc, ce n'est pas une véritable tautologie, c'est vraiment une indication. Où est-ce qu'on va chercher les principes du droit législatif? Dans les textes des lois. Donc, vous voyez, c'est très pratique, mais ça nous donne l'idée de quelle est la perspective dans laquelle Cicéron a rédigé son traité. Alors, une fois cette
tripartition du droit achevé, Cicéron adresse à ses lecteurs, donc à des élèves de rhétorique, une remarque opérative, un mode d'emploi. Il faut donc examiner tout ce que ces différentes parties du droit pourront vous fournir, ou dans le fait même, ou dans une affaire semblable, ou dans une affaire plus ou moins importante, et fouiller, pour ainsi dire, chacune d'elles pour en tirer ce qui peut servir notre cause. Alors, je pense qu'il n'y a pas besoin de commentaires parce que cela résume vraiment ce que je viens d'essayer d'expliquer. La fonction de cette façon de proposer une topographie du droit comme outil de repérage des arguments pour mieux appuyer sa propre vision de qu'est-ce que le droit qu'il faut appliquer dans l'affaire qu'on discute devant le juge. Mais cette remarque de Cicéron et tout ce texte nous dit quelque chose aussi sur la pratique du droit. Parce que cela démontre que déjà au 1er siècle avant Jésus-Christ, les procès ne se décidaient pas mécaniquement sur la base des réponses des juristes. Parfois, on a l'impression que les juristes disaient leur opinion et les juges les suivaient, mais on décidait justement, on essayait de convaincre le juge, et donc les deux parties étaient censés apporter leurs arguments et l'affaire n'était pas conclue sur la base seulement de l'opinion d'un juriste, ce qui implique que les juristes eux-mêmes devaient être, disons, conscients de cet arrière-plan, parce que sinon, s'ils donnaient leurs opinions sans en tenir compte, ils auraient produit une opinion qui allait être démontée ou contournée dans les débats judiciaires. Donc, c'est le contexte d'argumentation que nous voyons ici. Nous sommes rentrés dans la mentalité d'un juge par les biais du manuel de rhétorique de Cicéron. Cicéron, ce type de manuel était la base de l'apprentissage des juges, donc c'est une sorte de radiographie de leur façon de penser. Et donc, comme cette façon de penser incluait aussi des arguments tirés du droit de la nature, de la coutume et de tous ceux que Cicéron vient de rappeler, il fallait que aussi les juristes en étaient conscients. Alors, il faut maintenant regarder de l'autre côté du miroir, notamment celui des juristes. Y a-t-il des traces de l'emploi du droit de nature par les juristes romains? Donc il faut chercher la confirmation de l'emploi de ces arguments par les juristes eux-mêmes. Alors, nous en avons vu déjà un exemple, celui d'Ulpien, aux prises avec l'édit Pacta sunt servanda. Un second exemple, plus grandiloquent, nous vient de ce passage du juriste Paul, lui aussi actif, comme Ulpien, dans les premières décennies du IIIe siècle après Jésus-Christ. La raison naturelle, qui est presque comme une loi tacite, destine aux enfants l'héritage de leur ascendant, en les appelant à leur succession comme leur étant dû. Et c'est pour cela que, dans le droit civil aussi, on leur a attribué les noms d'héritiers siens, heredes sui, et qu'ils ne peuvent être écartés de la succession, même par les jugements de leur ascendant. Ils ne peuvent pas être déshérités, sauf pour des causes bien méritées. Par conséquent, il a été considéré comme très équitable que, dans le cas où, à titre de peine, la condamnation confisque les biens de l'ascendant,
honnête égard aux enfants pour que, à cause du délit d'autrui, une peine trop grave ne frappe ceux qui ne sont pas du tout coupables, en les réduisant parfois à la dernière indigence. Ce que par ailleurs on a déterminé dans une proportion définie, de sorte que ceux qui, par droit de succession, étaient appelés à l'universalité, à l'intégralité de l'héritage, en conservassent la portion établie. Alors, l'enjeu, l'arrière-plan, s'explique rapidement. La condamnation à une peine capitale entraînait, dès l'époque de la République romaine, la perte totale du patrimoine du délinquant au profit de l'État. Ce principe fut maintenu et développé sous l'Empire, où il s'applique aux condamnations à mort, aux mines, à l'interdiction, à la déportation. L'empereur Hadrien paraît avoir été le premier, Hadrien, à fixer en cette matière une proportion définie. Il accorda aux enfants des proscrits un douzième du patrimoine pour chacun. Chacun des descendants pouvait toucher un douzième du patrimoine de son ascendant qui avait été condamné et dont le patrimoine avait été confisqué. Alors, dans la suite, après Hadrien, des modifications furent apportées par les empereurs et les jurisconsultes Paul, sous Alexandre Sévère, donc probablement, disons, vers les années 230 après Jésus-Christ, écrit une monographie sur la question, d'où vient justement notre passage. Malheureusement, il se borne à poser le principe lui-même. Les dispositions spécifiques, en revanche, sur les portions qui étaient accordées dans les différents cas d'espèces, ne nous en sont pas parvenues. Mais pour nous, l'essentiel est déjà là, justement parce qu'il fait référence au droit issu de la nature. Au début, Paul ose presque une définition. Le fondement de ce genre de dispositions à la faveur des enfants des condamnés se trouve dans la ratio naturalis, la raison naturelle, qui est ensuite comparée par Paul à une lex tacita, à une loi tacite, une loi silencieuse. Alors, l'année prochaine, je ferai un cours sur les métaphores. Et vous voyez ici, c'est une sorte de prosopopée. C'est la loi qui a une voix, mais qui se tait. Alors, pourquoi je dis qu'il est en train presque de donner une définition? Parce qu'il fait cette comparaison avec la loi. Donc, il parle d'abord de la raison naturelle, ensuite il dit qu'il s'agit presque d'une loi, une loi silencieuse. Alors, presque, c'est le mot, le signe qu'il s'agit d'une comparaison, d'une métaphore. Presque. Mais pourquoi c'est une métaphore utile pour lui? Quel est le mot saillant? C'est le mot de loi. Alors vous voyez ici, il y a une transformation de la raison naturelle en une loi. Ce que je veux dire, et je vais un peu développer mais très brièvement l'argument, c'est que ici, on voit très bien la raison naturelle se transformer en quelque chose de prescriptif, de contraignant. Parce que la comparaison est faite ici avec une loi. Alors, avant d'y revenir, il est intéressant de noter l'antiphrase par rapport à la formulation de Portalis qui utilisait
la même image, mais renversée, en disant que l'on revient à la loi naturelle lorsque les lois positives sont silencieuses. Il avait évidemment à l'esprit le texte de Paul. Vous voyez, il a utilisé les mêmes mots pour dire le contraire. C'est lorsque les lois positives sont silencieuses qu'on entend la voix de cette loi muette qui est la loi de nature. Alors, j'insiste, comme je viens de le dire, sur ces passages, car on voit à l'œuvre une transformation que David Hume aurait qualifiée de fallacieuse. Ni plus ni moins. Paul dit que la raison naturelle prend une décision juridique. C'est la raison naturelle qui accorde aux enfants l'héritage des ascendants. Donc c'est la raison naturelle qui impose quelque chose. Or, selon David Hume, il est interdit de passer d'un être à un devoir-être, de la description à la prescription. C'est ce qu'il développe dans son traité de la nature humaine, daté de 1740. Autrement dit, aucun raisonnement à l'indicatif ne peut engendrer une conclusion à l'impératif. Magnifique. Paul, en revanche, dit que la raison naturelle est considérée presque comme une loi, et c'est justement par cette métaphore qu'il arrive à attribuer à la nature de l'être une portée normative, prescriptive. Nous serions ici donc dans un cas de l'inférence interdite par Hume. Mais on peut se demander, mais s'agit-il vraiment d'une inférence fallacieuse? Je pense qu'il y a ici effectivement quelque chose de très délicat, très difficile à saisir lorsque nous nous tournons vers les sources anciennes. Ne faut-il pas plutôt comprendre la raison naturelle dont les anciens, et ici notamment Paul, parlent, comme une force innée qui peut orienter des comportements, donc quelque chose d'intrinsèquement normatif. Donc ce n'est pas la nature en tant qu'être, mais c'est une force qui a déjà une puissance normative. Donc, pour y voir plus clair, il faudrait mieux savoir ce qu'est au vrai cette ratio naturalis, cette raison naturelle, mais je vous avoue qu'une enquête de ce genre n'a pas encore été réalisée de manière satisfaisante. Donc, elle attend son auteur ou quelqu'un qui puisse aller un peu plus loin. Alors, contentons-nous, en revenant au passage de Paul, de réfléchir sur le contenu de cette loi naturelle silencieuse. Peut-on retrouver à quoi cela correspond dans la liste des contenus droits de nature dressés par Cicéron dans le De Inventione? Donc, il faut nous replacer dans notre univers textuel. Donc, nous sommes en train de lire Paul. Paul nous dit qu'il y a une loi de nature qui impose que l'héritage des ascendants arrive aux descendants. Est-ce que nous pouvons faire un rapprochement avec ce que Cicéron nous dit du droit qui vient de la nature? Vous vous souvenez, il y avait une liste, j'avais articulé en 3 blocs, dont le deuxième était articulé en 2 disons, facettes de la justice. Le premier, c'était le bloc plus biologique des impulsions humaines qui nous poussent vers la reproduction et les soins de nos enfants. Deuxième, la justice distributive et corrective. Le troisième, c'était la véridicité. Alors, est-ce que, si vous repensez aux sous-articulations de cette liste, vous vous souvenez la religion, vous vous souvenez la révérence, vous vous souvenez la vengeance, alors où est-ce que Paul a puisé cette idée de loi de nature? Je pense que tout le monde a bien compris. Il s'agit des liens de sang, et notamment du sentiment de piété qui lie les enfants
à leurs parents et mutuellement les parents aux enfants. C'est l'instinct de, pas seulement de procréation, mais aussi de soins que nous avons envers notre progéniture. Donc c'est une loi de nature qui, entre autres, veut que l'héritage des ascendants arrive aux enfants. Alors, remarquons deux aspects. Je pense que c'est la façon de raisonner des juristes qui est l'important dans ce que nous faisons ensemble ici. Alors, d'abord, dans le passage de Paul, la référence à la loi naturelle n'est qu'une première justification. Donc, le texte ne tourne pas seulement autour de cette justification, c'est la première. Elle est tout de suite renforcée par un argument juridique, c'est-à-dire la référence à la loi des 12 tables et au fait que les descendants, c'est un peu compliqué l'argument, mais il dit, on voit très bien que dans la loi des 12 tables, les descendants, ils sont nommés heredes sui, les héritiers siens. Et c'est justement cet adjectif sien qui est compris comme une préconisation du fait que les enfants sont les héritiers prédestinés, sont ces héritiers. Ils le portent même dans leur qualification. Ce n'est pas vraiment le cas, mais c'est un argument qui est basé, fondé sur la lettre de la loi. Donc vous voyez, il y a l'argument fondé sur le droit de nature, mais après on arrive à l'argument fondé sur la loi positive. Il s'ajoute un deuxième argument tout à fait juridique, c'est-à-dire que les parents, en droit romain, ne pouvaient pas déshériter leurs descendants par testament, sauf s'il y avait des justifications très graves dont l'appréciation était remise au juge. Donc il y avait aussi cet autre principe, règle juridique, c'est qu'on ne pouvait pas, de façon très à la légère, déshériter ses descendants. Donc non seulement le droit de nature, mais le droit positif lui-même. Mais ne s'agit-il pas toujours du même raisonnement de Cicéron? Donc il y a principes de droit de nature qui ensuite sont repris et renforcés par le droit positif. Ajoutons encore un aspect encore plus structurel. En droit romain, le père, mère de famille, était le seul sujet de droit titulaire d'un patrimoine. Donc les enfants, pendant qu'ils étaient sous la puissance du père, ne pouvaient pas être titulaires d'un patrimoine. Donc, dans ce contexte, qui est tout à fait différent par rapport au nôtre, priver ses enfants en cas de condamnation de tous les patrimoines du père équivalait à les jeter dans le désarroi le plus complet. Enfin, l'attribution au fils d'une partie des biens confisqués au père est appuyée par un autre principe encore, celui de la personnalité des peines. Les fils ne doivent pas payer pour les fautes des pères. En somme, comme vous voyez, Paul semble avoir suivi la leçon de Cicéron à la lettre. La loi naturelle est utilisée pour amplifier, pour donner grandeur au discours. Au début, il parle sur la loi de nature, mais ce n'est pas le seul argument. Il y a au moins 3 autres arguments, celui de la lettre de la loi de 12 tables, celui de la structure de la famille romaine et les principes de personnalité de peine. Une dernière remarque s'impose, ce texte ne contient pas de décision. C'est très important. Il n'y a pas une décision ici. Ce n'est pas Paul qui décide qu'une partie des biens confisqués aux condamnés doit revenir à ses enfants. Il existe pour cela des normes impériales et Paul se borne à en examiner les fondements, la raison d'être. Il raisonne ex post facto pour légitimer une norme déjà en place. Je suis presque convaincu que ce passage constituait le début du livre de Paul, presque une préface où le droit de nature est convoqué pour donner plus d'éclat
avant de passer à l'exposé détaillé des normes, malheureusement, comme je vous l'ai dit, pour nous perdus. Quoi qu'il en soit, le droit naturel n'est invoqué par Paul que pour décrire des normes existantes, pour en percevoir la raison d'être et non pour prendre une nouvelle décision. Paul fait de même qu'Ulpien. Vous vous souvenez du passage où Ulpien dit que la clause pacta sunt servanda de l'édit du prêteur est tout à fait conforme à l'équité naturelle, qui équivaut dans ce cas, dans la liste du manuel de Cicéron, à la véridicité, qui nous impose de tenir nos engagements. Il s'agit dans les deux cas, celui de Paul et celui d'Ulpien, d'une fonction assez faible qui est accordée au droit naturel, purement descriptive, non pas pour décider. C'est seulement pour décrire, pour légitimer le droit déjà en vigueur. Alors, avant de quitter ce passage et aller vers la fin de notre séance présente, permettez-moi de faire un bond en avant, métaphoriquement, dire que les parents ont un lien particulier avec leurs enfants, un lien inspiré par la nature, peut nous sembler, je pense, tout à fait acceptable. J'étais en train de dire naturel, mais donc c'est un peu ça. Nous avons un lien particulier avec nos enfants. Moi, certainement. Dire que ce lien implique que la richesse des parents aille à leurs enfants, tout cela nous semble un peu moins sûr, mais encore acceptable. Encore acceptable. Mais serions-nous prêts à en tirer toutes les conséquences? Pensons aux impôts de succession. Aujourd'hui, en France, le barème pour les héritiers en ligne directe, notamment les enfants, est inférieur au barème pour les autres héritiers, plus éloignés par degré de parenté ou qui ne sont pas du tout liés en parenté avec le défunt. Est-ce que vous seriez prêt à reconnaître qu'il s'agit là, de cette différence de barème, du même principe de nature qui entraîne cette discrimination? Quelle force pensez-vous que cette référence au droit de nature, si quelqu'un en était convaincu, donc s'il faisait cette référence au droit de nature pour justifier la différence du barème, quelle force pensez-vous que cette référence au droit de nature aurait, par exemple, dans un débat à l'Assemblée nationale portant sur les impôts sur la succession? C'est cette réflexion qui nous fait comprendre à quel point les avis de Cicéron, sa technique de discours sont pertinents. Alors, si vous pensez que cela ne relève pas du tout du droit de nature, ne vous en faites pas, vous êtes d'accord avec Montesquieu, qui consacre le chapitre 6 du livre 26 de l'Esprit des lois à montrer que, justement, l'ordre de succession dépend de principes du droit politique ou civil et non pas de principes du droit naturel. Alors nous lisons ce petit morceau. On a regardé les droits, donc il montre dans ce chapitre qu'il y a des coutumes, des mœurs très différentes, des législations très différentes dans les différents pays, donc c'est l'argument du relativisme. Vous voyez, c'est toujours le même forme de pensée. Et donc ici, il utilise l'argument du relativisme, il montre qu'il y a des mœurs très différentes, et donc il dit l'on a regardé le droit que les enfants ont de succéder à leur père comme une conséquence de la loi naturelle, ce qui n'est pas. La loi naturelle ordonne aux pères de nourrir leurs enfants. C'est un argument du droit naturel quand même.
nourrir leurs enfants, mais elle n'oblige pas de les faire héritiers. Le partage de biens, des lois sur ce partage, les successions après la mort de celui qui a eu ce partage, tout cela ne peut avoir été réglé que par la société et par conséquent des lois politiques ou civiles. Alors, il dit, l'on a regardé comme une conséquence de la loi naturelle. Alors, il est évident que Montesquieu, lorsqu'il a écrit ce passage, avait à l'esprit le passage de Paul, ne serait-ce que pour le contredire. Donc, c'était bien évidemment un lecteur du passage de Paul. Alors, ce que ce petit détour nous montre est que s'il peut y avoir un consensus sur certains principes très généraux, comme celui du lien entre parents et enfants, il est bien difficile d'en tirer des conséquences juridiques précises. Nous avons donc vu, en lisant le passage de Paul et d'Ulpien, que les juristes romains se sont référés au droit de nature, mais dans une perspective que je définirais à basse intensité, seulement pour légitimer, expliquer des institutions et règles déjà existantes. La question qui se pose alors est de savoir si les juristes romains, d'autres juristes romains, ou Paul et Ulpien eux-mêmes, ont utilisé les droits naturels aussi comme fondement d'une décision, pas seulement pour expliquer ce qui était déjà en vigueur, mais aussi pour proposer des décisions nouvelles. Alors, conclusion, il y en a très peu. Peut-être une dizaine seulement, à ma connaissance, mais je pense que je suis très généreux à qualifier de décision une dizaine de passages. Il y en a sans doute moins dans l'ensemble du digeste. Alors, d'un côté, cette rareté n'est pas pour nous étonner, car Cicéron nous en avait prévenu, le droit naturel n'a pas vraiment sa place dans le droit civil. Le fait même que la lecture des fragments de juristes confirme qu'il en est vraiment ainsi montre combien il peut être utile, pour mieux comprendre la pensée juridique romaine, de la replonger dans la vision qu'en avaient les anciens eux-mêmes, qui voyaient les choses mieux que nous. D'un autre côté, cette rareté reste néanmoins étonnante si l'on considère par contre l'ampleur qui ont pris dans les siècles et jusqu'à nous les discours sur le droit naturel. On peut s'étonner, alors si Cicéron disait que ce n'était pas vraiment au cœur des intérêts des juristes et du discours juridique, on peut être étonné du fait que pour les générations suivantes, jusqu'à nous, ça est devenu un argument majeur. Alors, disons que ces références à la loi de la nature ont connu un double mouvement. Les juristes romains ont introduit dans leur raisonnement des éclats philosophiques qui leur venaient essentiellement de leur éducation rhétorique. Il s'agissait comme d'incrustations parfaitement intégrées à leur mode de pensée, je dirais comme les incrustations impeccables d'un meuble précieux. Pour ceux qui ont lu les juristes romains depuis le Moyen Âge, ces éclats ont été extraits pour recomposer une philosophie du droit en leur donnant une ampleur qu'ils n'avaient pas à l'origine. C'est un remploi. Mais c'est un remploi qui visait et qui vise à ériger une vraie philosophie du droit à partir des mêmes petits, éléments qu'on peut trouver dans les juristes romains. C'est aussi dans cette évolution et cette distance que l'on mesure à quel point le passage du temps ne laisse jamais les textes anciens immobiles. Pas seulement les textes. Et tel nous avertit aussi, lorsque nous les abordons aujourd'hui, que nous risquons, nous aussi, de les lire avec un regard qui les transforme. Pour le dire autrement, le droit de nature est une idée qui a besoin des humains pour prendre corps.
Je vous remercie.